On va se faire une petite session de questions-réponses qui va durer un petit quart d'heure. Je vais demander à Guillaume ou à Daniel ou à les deux ou aux deux et à Eric aussi éventuellement. Il y a pas des sièges pour tout le monde, mais venez, rejoignez-nous et on va faire questions-réponses à la fois sur vertige et à la fois sur acouphènes. À mon avis, il y aura peut-être un peu plus sur acouphènes. Je ne sais pas, c'est un petit feeling que j'ai comme ça. Voilà. Donc, on fait questions-réponses jusqu'à 15 heures. Après, on fera une petite pause. Ce sera la dernière de l'après-midi. Et on recevra Ludovic Petit-Demange. Et ensuite, on parlera de cataracte et on parlera de DMLA, des nouveautés dans les traitements. Et on terminera gentiment nos entretiens d'Anguin 2023. Est-ce qu'il y a une question à poser sur les acouphènes ou sur les vertiges? Si personne n'a de questions à poser, je vais attaquer. Paula, on a une question, mais j'attaque quand même. Voilà. Le préventif au niveau des acouphènes, hein, on ne l'a peut-être pas assez souligné pour ne pas en avoir. Question sur le préventif et question aussi est-ce qu'il y a un rapport entre hypertension artérielle et acouphènes? Alors, allez-y là. Bah, le préventif, c'est surtout bien protéger ses oreilles et son audition, en fait. Ça, c'est pour vous trois. Ne pas s'exposer à des bruits forts pendant longtemps, d'éviter de mettre les casques au fond, comme on entend Eric. surtout. Moi, je vois dans les transports, j'entends la musique de mes voisins. Donc ça, c'est pas du tout bien. Pareil pour les concerts, par exemple, il faut faire des pauses de temps en temps pour reposer les oreilles. Il faut éviter certains médicaments qui peuvent être autotoxiques, mais bon, comme par exemple l'aspirine, il ne faut pas prendre des doses, des grandes doses, qui ne sont pas recommandées par le médecin plutôt. Et voilà, en fait, c'est la vie saine qu'il faut comprendre, qu'il faut protéger ses oreilles. Alors, question. Ça. Oui, j'aurais voulu savoir dans le cadre concernant les vertiges et les vertiges qui ont une origine de névrite vestibulaire, si ça peut avoir un rapport avec le trijumeau. Alors, qui répond? Daniel? Non, a priori, expliquez-moi un petit peu pourquoi. Oui, alors du coup c'est un cas personnel, mon mari a des vertiges, il a eu des vertiges qui ressemblent à ce que vous avez décrit dans le cadre des névrites vestibulaires, et il est également atteint de névrite au niveau du trijumeau, ce qui était avant, donc moi je me posais la question. Ouais. Alors la névralgie du trijumeau c'est une chose, ça donne après, Ouais. je pense que un peu plus fort, Daniel. ça donne des douleurs, oui. et ce sont des territoires différents. Une névrite vestibulaire, c'est un seul unique grand vertige une fois pour toutes. Si c'est des crises de vertige répétées, c'est pas une névrite. D'accord, donc c'est encore autre chose alors. Guillaume veut compléter. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, si on parle de névrite vestibulaire, entre guillemets, on peut parler de souffrance du nerf vestibulaire qui est un des nerfs crâniens, comme l'est le nerf trijumeau. Donc, comme l'a dit Daniel, les deux évoluent sur des systèmes indépendants, donc normalement il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais il existe des maladies de système qui peuvent affecter plusieurs nerfs crâniens, aussi bien le nerf trijumeau que le nerf vestibulaire. Donc, j'ose espérer quand même que votre mari a eu tout ce bilan-là complet pour rechercher une maladie systémique sous-jacente. Il y a des maladies inflammatoires, des maladies parfois néoplasiques qui peuvent affecter différents nerfs crâniens et donc donner ces symptômes-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que dans la névrite vestibulaire, on ne s'attend pas du tout, typique, on ne s'attend pas du tout à avoir une souffrance du nerf trijumeau. D'accord, donc il faudrait chercher quelque chose de plus général en fait. Exactement. D'accord, Alors, autre question. Moi, j'ai une petite question à la salle. Qui a eu ou a des acouphènes? Levez la main. Beaucoup, hein. Et des vertiges? Et les deux? Levez les deux mains. Oui. Alors, question. D'autres questions? Ici, Léa. Je voudrais savoir si on peut parler un tout petit peu de l'algie faciale. Quel est son rapport avec ces problèmes de nerfs crâniens? Alors, c'est pas tout à fait le sujet, mais on va vous répondre quand même. L'algie faciale, c'est par définition une douleur au niveau donc, de la face.
il y a 2 nerfs, un de chaque côté, donc on appelle les nerfs trijumeaux, qui assurent la sensibilité donc hémifaciale. Et donc l'algie de la face, donc il y a souvent 2 diagnostics qui s'opposent. Il y a d'une part l'algie qu'on dit l'algie vasculaire de la face, pour lequel généralement on ne retrouve pas de pathologie spécifique du nerf trijumeau. C'est un cas de diagnostic bien particulier qui est connu des neurologues avec certains facteurs déclenchants sur des terrains particuliers de personnes. Et ensuite, il y a la névralgie du trijumeau, qui correspond donc à une souffrance directe du nerf, dont la cause principale, c'est généralement en fait une boucle vasculaire. Il y a beaucoup de vaisseaux qui évoluent proches du nerf trijumeau. Et parfois, un de ces vaisseaux, ça peut être une artère, mais ça peut aussi être une veine, peut avoir au travers d'une boucle un rapport conflictuel avec ce nerf-là. Et du coup, à cause de ce conflit qui existe en permanence, il y a des décharges électriques qui sont anormalement propulsées le long du trajet du nerf trijumeau et qui assurent du coup cette douleur-là. Ils sont incollables, nos spécialistes, même quand ce n'est pas leur spécialité. Allez, une autre question. Qui va réussir à coller Guillaume? Bonjour messieurs. Je voudrais savoir en quoi consiste le traitement par les kinés des acouphènes. Ah, ça c'est pour Eric. Il n'y a pas de traitement kiné Merci. des acouphènes. Même, je ne sais pas, on m'a parlé, mais je ne me souviens pas exactement du terme. Non. Quelque chose vestibulaire. Non, Ça n'existe pas. Oh, non, ça n'existe pas. Alors peut-être vous pouvez compléter, Paula. En fait, moi, je parlais des kinés dans des cas d'acouphènes somatosensoriels, et ça, c'est plutôt des kinésithérapeutes qui s'occupent de l'appareil mandibucateur quand on a des problèmes à cet endroit-là, à ce niveau-là, avec des contractions musculaires plutôt, pour arriver à détendre tout ça et parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que ça module aussi, toutes les tensions qui sont autour de l'oreille modulent aussi l'intensité de l'acouphène. Et c'était plutôt pour ça. Ça, c'est des exercices, c'est des massages, et c'est pas la kinésithérapie vestibulaire, c'est un autre type de kinésithérapie. Alors, une autre question là-bas, au fond de la salle. Est-ce que l'acupuncture peut aider à soulager les acouphènes? Alors oui, on a des patients acouphéniques qui font l'acupuncture et on a des médecins acupuncteurs qui se sont mis à prendre en charge l'acouphène avec de bons résultats. Mais on est encore dans la démarche d'essayer de voir sur quel type d'acouphène ça marche, sur quel type de patient. Mais oui, on a des résultats qui sont plutôt promettants. Une autre question. Il y a une autre question ici. Pendant que le micro circule, Paula, vous avez beaucoup parlé de ce qu'on entend et de ce qu'on ressent. Le ressenti, c'est important. Vous avez dit aussi qu'un des points importants du traitement, c'était de faire oublier finalement l'acouphène. Donc on ne le fait pas disparaître, on ne le soigne pas. Mais quand on n'arrive pas à le faire oublier, le ressenti, lui, il devient quasi obsessionnel parfois et il augmente. C'est ça. C'est ça, et c'est pour ça que j'avais dit que les émotions jouent sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut une prise en charge psychique aussi du patient. Parce que sinon, ça entraîne des émotions, des acouphènes qui sont de plus en plus forts. Et il n'arrive pas à s'en débarrasser tout seul. C'est pour ça qu'on est là et on agit en équipe pluridisciplinaire. Allez-y, monsieur. Oui, j'ai entendu tout à l'heure le terme de neurinome. Est-ce qu'un neurinome peut être évolutif dans le temps ou ça peut être quelque chose qui reste en l'état? Ça, c'est pour Guillaume. Oui, alors le neurinome, c'est une tumeur bénigne. Je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas une tumeur maligne, c'est une tumeur bénigne qui se développe donc aux dépens de cellules qui composent la gaine du nerf qu'on appelle des cellules de Schwann. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi schwannome. Schwannome ou neurinome, c'est synonyme. C'est une tumeur donc, qui est acquise. Elle n'est pas là, elle n'est pas présente au début de la vie. Elle apparaît à un moment donné chez certaines personnes et elle a généralement tendance à croître. Et c'est quand elle grossit qu'elle commence à poser problème. Parce que quand elle est petite, elle donne certes des symptômes parce qu'elle retentit sur le trajet du nerf, mais quand elle devient très grosse, elle retentit sur les structures anatomiques adjacentes, elle peut avoir un effet de masse compressif, et c'est souvent dans ce cadre-là qu'on est obligé de les traiter. Donc soit par des rayons pour stopper sa croissance, une radiothérapie ciblée, soit carrément par une chirurgie d'exérèse où on va, avec un neurochirurgien, retirer la tumeur. Alors, on a une autre question ici. Bonjour. Quel est le mécanisme des vertiges d'origine médicamenteuse? Alors, les vertiges d'origine médicamenteuse, en général, ce sont des médicaments qui sont toxiques pour l'oreille interne. Le plus souvent, ce sont certaines classes d'antibiotiques, et notamment la classe des aminosides,
Il y a d'autres médicaments de chimiothérapie qui peuvent être toxiques pour l'oreille interne. Il y a certains antipaluédéens qui peuvent être toxiques pour l'oreille interne. Donc c'est cette toxicité qui va détruire ou abîmer les cellules ciliées qui codent pour l'information vestibulaire. Et quand ces cellules ciliées sont détruites par le médicament, ça peut donner effectivement des troubles de l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Quand vous parlez de ça, c'est de troubles de l'équilibre surtout, parce qu'il n'y a pas de vertige. Enfin, les médicaments atteignant les deux oreilles en même temps, il ne peut pas y avoir de vertige. Il n'y a pas de rotation du décor. Donc c'est souvent les troubles de l'équilibre. Donc soit ça crée des réflexes bilatérales, donc ça diminue la sensibilité des deux oreilles internes. Mais ce que moi je vois surtout chez les personnes âgées, c'est l'accumulation de médicaments qui sont des hypotenseurs, parce que souvent il y a hypertension, etc. Et ça donne aussi, quand vous rajoutez des médicaments pour votre hypertension, que des gouttes pour le glaucome, etc., le matin, quand vous vous levez, ça zigzague un peu, et c'est là que se pose le problème. Alors, j'en profite pour faire un point, avant qu'on passe à la question suivante, tu peux donner le micro, c'est justement que les pharmaciens, en tout cas les bons pharmaciens, font, et c'est gratuit, des bilans médicamenteux. On sait que quand on prend, vous venez de le souligner, plusieurs médicaments, au-delà de 3-4, on ne sait pas trop ce que ça fait à la fin dans l'organisme, et que de temps en temps, vous êtes allé chez votre généraliste, il vous a prescrit des trucs, et puis chez votre spécialiste, il vous a prescrit d'autres trucs, et puis chez votre autre spécialiste, vous encore... Bon, de temps en temps, il faut tout remettre à plat et faire un bilan médicamenteux. C'est très important parce que sinon, ça peut être compliqué. Daniel ? La première cause de vertige, parce que sur un plan médical, le vertige pour le médecin, c'est ça tourne. Et vertige dans le sens commun du grand public, c'est je marche pas droit, je tangue, c'est pas forcément ça tourne. La première cause de trouble de l'équilibre du sujet âgé, c'est les médicaments. Comme le disait M. Blin, l'accumulation de 1 ou 2 ou 3 antidépresseurs, plus le petit cachet pour dormir le soir, plus le médicament du diabète, et bien tout ça, ça donne des effets secondaires. Et l'hypertension, et on rajoute. Allez. Oui, je me demandais si les pathologies de l'oreille interne peuvent être à l'origine de migraines. Et puisque vous parliez de la chimiothérapie aussi qui peut avoir endommagé l'intérieur de l'oreille interne, est-ce que ça peut être lié aussi, ça peut provoquer des migraines? Alors c'est l'inverse, c'est la migraine, c'est ce que j'ai dit dans l'exposé tout à l'heure. Une grande cause de troubles de l'équilibre, et notamment chez la femme jeune, ce sont les migraines. La migraine, ça donne des maux de tête, ça donne des auras qui peuvent être visuelles, donc le plus souvent c'est ce que les gens retiennent, mais la migraine, elle peut toucher l'oreille interne, c'est ce qu'on appelle la migraine vestibulaire. Et la migraine vestibulaire, elle va vous donner des maux de tête, des douleurs dans le cou, elle va vous donner de l'instabilité, des micro-vertiges positionnels, et ça, beaucoup de généralistes et même d'ORL généralistes ne le savent pas, et c'est un grand pourvoyeur de troubles de l'équilibre. Et en général, ça donne aussi, les patients se plaignent d'une instabilité chronique dès qu'ils sortent, dès qu'ils marchent, ils ont l'impression de tanguer toute la journée. Alors avant qu'on passe à la question suivante, petit sondage, qui prend plus de 3 médicaments par jour? Levez la main. Oh, pas tant que ça finalement. Plus de 2? Et qui a oublié qu'il prend plus de 3 médicaments par jour? Allez, question suivante. Oui, bonjour. Concernant le vertige positionnel paroxystique, est-ce qu'on peut prévenir les causes, sachant que ce sont les petits cristaux là, qui se promènent, voilà, et qu'après une bonne rééducation vestibulaire, ces vertiges s'estompent ou voire disparaissent, mais peuvent revenir. Donc est-ce qu'il y a une possibilité de prévenir? Alors, il y a une étude, enfin, dans le monde entier, de toute façon, il y a plein d'études qui sont sorties parce que, comme c'est plus fréquent tous les vertiges et que on trouve beaucoup de patients, c'est plus facile de faire des études. Donc, la carence en vitamine D est une grande pourvoyeuse de vertiges positionnels. Donc, il faut bien prendre ses ampoules régulièrement de vitamine D ou améliorer son alimentation. Évidemment calcium, donc les amandes ou les yaourts et puis les produits laitiers. Et récemment, une équipe italienne a sorti une nouvelle étude qui a permis de mettre en place un nouveau médicament qui s'appelle les Vertistop,
mais qui n'est pas distribué en France, qui est de la vitamine D plus un complexe qu'ils appellent le LICA, et qui semble donner de bons résultats chez les patients qui ont des vertiges de position chronique. C'est vrai que là, ceux que je connais, les crises se sont vraiment ont diminué et se sont en tout cas éloignés de plus en plus. Donc oui, il y a plein de choses. Vitamine D, calcium déjà, et puis peut-être qu'ils auront l'AMM pour venir en France avec le Vertistop, mais il y a vraiment des choses pour éviter que ça revienne. Merci. Alors une autre question, voilà, il y a pas mal de questions. Il nous reste 5 minutes pour les questions. Alors on va faire des questions courtes et des réponses courtes. Voilà. Allez-y. En ce qui concerne l'apparition des vertiges, je pense qu'on n'a pas abordé ces apparitions lors de certaines activités sportives, notamment le yoga, où les postures la tête en bas provoquent, soit dans la même journée, soit le lendemain matin, des vertiges qui nous est arrivé, mon épouse et moi, régulièrement. Enfin, pas à chaque fois qu'on va faire du yoga, mais quand même 3-4 fois par an, ça se produit. Toujours après une séance de yoga. Il faut arrêter le yoga. Alors, ça peut être 2 raisons. La première, c'est ce qu'on appelle les vertiges d'origine vasculaire. Donc, si vous prenez des médicaments antihypertenseurs, sachez que ça va vous faire baisser la tension et que donc dans certaines positions, vous allez être en hypotension. Et si vous êtes en hypotension, le cerveau il a pas assez de sang et donc ça va vous donner des sensations vertigineuses. Et puis, l'autre explication, c'est peut-être une des autres causes de vertige positionnel, c'est les cristaux, encore une fois. Donc le fait d'avoir certaines postures de la tête peuvent déclencher des sensations vertigineuses. Mais le yoga en tant que tel, sinon je n'ai pas d'explication. Mais par contre, ça disparaît après, c'est une fois comme ça. Voilà. 1 heure ou 2. Alors, encore 2 ou 3 questions et après la pause. Alors, vas-y. Oui, bonjour. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre une malocclusion et les vertiges? Une malocclusion dentaire. Par exemple, suite à une couronne qui a été mal faite, mal faite, quoi. Alors, la réponse est oui, mais ça reste un diagnostic d'élimination. Il faut avoir cherché et éliminé toutes les autres causes avant de dire que c'est l'articulation temporomandibulaire qui dysfonctionne. Mais effectivement, on a les noyaux vestibulaires donc, qui reçoivent l'information de l'équilibre. Ils reçoivent de l'information, certes, de l'oreille interne, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, de capteurs mécaniques proprioceptifs, et il y en a dans le cou, et il y en a dans la mâchoire. Donc, une malocclusion, une malposition dentaire peut exceptionnellement donner des vertiges à condition d'avoir éliminé toute autre cause auparavant. Alors, il y a une dame qui a levé la main là-bas, une question rose. Voilà. Bonjour, au niveau de la migraine vestibulaire, il y a quoi comme traitement ? Le traitement de la migraine. Oui, donc tout à fait. En fait, il faut qu'on reçoit beaucoup de patients qui ont des migraines vestibulaires et qui sont méconnus. Le traitement, c'est l'utilisation de traitements antimigraineux de fond, donc pas le traitement de la crise. Le traitement de la crise, il sert à traiter la crise céphalalgique. Il faut donner des traitements de fond, donc soit du sibélium, soit du laroxyle, soit des bêta-bloquants. Et le traitement, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est entre 3 et 6 mois minimum. Et le traitement ne sert qu'à diminuer l'hypersensibilité sensorielle. La prise en charge d'une migraine vestibulaire pour les troubles de l'équilibre, c'est le traitement de fond de la migraine, mais c'est les séances de rééducation vestibulaire pour vous désensibiliser de l'hypersensibilité sensorielle que vous avez, et c'est aussi des séances d'orthopsie. Donc c'est une prise en charge qui, là aussi, est pluridisciplinaire, comme elle l'est pour les acouphènes. Une dernière question avant la pause. Il y aura une autre session de questions-réponses après, en fin de dernière session. On parlera plutôt cataracte, implant oculaire et DMLA. Mais enfin, malgré tout, si vous avez une petite question à poser sur autre chose, on y répondra. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Est-ce que c'est normal d'avoir des acouphènes après un essoufflement? Acouphènes, essoufflement, Paula. Je dirais que c'est plutôt un problème vasculaire, peut-être, qui s'active, et un essoufflement, un stress vasculaire qui peut éventuellement provoquer un acouphène. Je ne vois pas d'autres causes.
Plus, des troubles cardiaques, vasculaires et des troubles cardiaques plutôt. Plus généralement, par rapport au stress vasculaire, est-ce que, par exemple, on peut avoir des acouphènes non continus d'une manière périodique dans la journée, après peut-être un effort, après le repas, digestion, à des moments où la pression artérielle change ou à des moments où au niveau vasculaire il se passe des choses? Je pense que oui, on pourrait avoir effectivement des acouphènes par intermittence. Et là, il faut aller un peu plus loin. Il faut faire un bilan cardiaque plutôt. Okay. Il faut voir pourquoi on a l'essoufflement, pourquoi on a les autres choses qui peuvent déclencher les symptômes qu'est l'acouphène. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va faire la pause. Ah, allez, tiens, je viens de voir votre main levée. Allez, la dernière question. Et puis après, la pause. Et ensuite, on recevra Ludovic Petit-Demange. Et on parlera de malvoyance, on parlera de cataracte, de chirurgie de la cataracte, d'implant oculaire et de DMLA. Allez-y, madame. Oui, je voulais savoir, est-ce que les acouphènes pulsatiles peuvent entraîner une surdité au niveau des graves, en fait, dans les mêmes sons que les acouphènes pulsatifs? Merci. Alors, s'il y a une surdité sur les graves, il y a des maladies, et notamment la maladie de Ménière ou le syndrome de Minor, qui peuvent donner une surdité sur les graves et une sensation d'acouphène pulsatile, mais ce n'est pas forcément un acouphène d'origine vasculaire. Typiquement, la surdité sur les graves, ça est un grand pourvoyeur d'acouphènes d'allure pulsatile. Hein, si tu es d'accord avec moi. C'est ça, exactement. Bon, écoutez, on applaudit. Allez, non, vas-y, Paula. Le syndrome de Minor, juste pour expliquer, c'est en fait la déhiscence dont je parlais tout à l'heure de la coque osseuse qui entoure l'oreille. Et là, on entend plus les pulsations du liquide céphalorachidien, du coup. Oui. Voilà. Merci. On applaudit nos médecins, notre kiné, pour toutes ces précisions.